La pâte de fruits, c'est un aliment super intéressant en autonomie pour deux raisons. La première, c'est que c'est l'un des rares moyens de pouvoir manger des fruits hors saison sous une forme qui soit pas liquide ou complètement sèche. En fait, comme son nom l'indique, c'est un entre-deux, c'est ni un aliment sec, ni un aliment liquide. C'est une pâte. Et son deuxième intérêt, c'est la commodité d'usage, parce que la pâte de fruits, elle est d'un tout petit volume, elle est solide et donc on peut la transporter facilement, et sur ce tout petit volume, elle arrive à concentrer énormément de calories. Donc la pâte de fruits, quand on est dans la verte, c'est la calorie qui tient dans la poche, et qu'on peut manger en marchant. Ce qu'on appelle la pâte de fruits, ce sont des fruits cuits qui ont été réduits en purée et dont la conservation est assurée par du sucre. Alors on peut la découper sous forme de petits cubes ou sous forme de petits bâtonnets. C'est une friandise, hein, c'est un truc pour les gourmands, elle se déguste comme un bonbon. Alors comme pour beaucoup de choses, il faut bien choisir les fruits qu'on va utiliser dans sa pâte de fruits. Moi, dans cette vidéo, vous allez me voir faire une pâte de fruits avec des coings, donc ça va être de la pâte de coing. Mais vous pouvez aussi utiliser de la pomme ou toutes sortes d'autres fruits. Le coing, c'est le fruit du cognacier. C'est un arbre qui a été apporté dans la péninsule ibérique par les Grecs et par les Romains. À la base, il est originaire du Caucase et d'Asie mineure. Alors à noter que les Romains, ils utilisaient déjà le fruit, et le coing, pour faire une espèce de liqueur. Alors c'était une boisson alcoolisée à base de vin. On en a gardé la recette, hein, alors c'est intéressant à faire. Je pense qu'un jour, je vais faire une vidéo sur 2-3 recettes romaines comme ça, parce que c'est des choses d'un niveau technologique extrêmement faible, et on peut les faire de façon totalement autonome parce que ça nécessite pas de la technologie complexe en fait. Comme on va utiliser la peau, il faut bien les rincer parce que vous voyez cette espèce de truc blanc à la surface des coings. Alors cet aspect cotonneux en surface, c'est de là que vient le nom du fruit, coing. On l'appelait jadis le Malus cotoneum ou la pomme cotonneuse. Malus c'est la pomme et cotoneum c'est cotonneuse. Ça aurait donné le verbe coudounier et le mot coing, il vient de là en France. Lorsqu'il arrive à maturité, c'est-à-dire un peu avant la fin de l'automne, le fruit va devenir jaune doré et il va perdre ce voile cotonneux épais pour se couvrir d'un délicat petit duvet qu'on peut retirer assez facilement avec un torchon rugueux ou avec une brosse en laiton, ou encore donc en rinçant le fruit à l'eau claire. Ce petit duvet en fait c'est un voile qui permet au fruit d'être naturellement protégé contre les insectes et les oiseaux. Alors du coup ça fait que le coing c'est beaucoup plus facile à cultiver en culture bio parce qu'il n'y a pas besoin de pesticides ou de machin pour faire fuir les animaux. Comme vous êtes en train de le voir, après avoir nettoyé les coings, on va les découper en gardant la peau. Alors c'est très important de garder la peau quand on fait de la pâte de coing parce que c'est la peau qui contient la pectine. La pectine, c'est une espèce de glucide végétal, c'est un peu comme un ciment extracellulaire. C'est naturellement présent dans les pépins, la peau et l'écorce de tous les fruits et légumes. Alors après, ça va être en quantité variable en fonction des espèces, mais on va les trouver surtout dans les pommes, les groseilles, les coings et les agrumes. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous donnais comme autre exemple de pâte de fruits que vous pouviez faire, les pommes, par exemple, parce que vous avez de la pectine dans les pommes. Alors la pectine, elle présente de nombreux bienfaits pour la santé. Sous sa forme gélifiée, elle permet notamment de capturer les graisses et les sucres qui sont dans l'intestin. Elle permet aussi à notre corps de mieux assimiler le cholestérol et les glucides. Et puis c'est aussi un coupe-faim très efficace. Quand vous bouffez de la pectine comme ça vous coupe l'appétit. Alors si vous essayez, vous allez voir, couper des coings, c'est assez difficile parce que c'est un fruit vachement dur le coing. Il faut vraiment prendre un gros couteau et il faut forcer, c'est pas évident. Moi quand je découpe comme ça, j'enlève les pépins pour pas qu'il y ait trop de pectine justement. Mais il y en a qui la laissent, donc voilà. Moi je vous montre la manière dont je fais. Sachez qu'il y a d'autres gens qui font d'une autre manière. Lorsqu'on a fini de couper les coings, on les met dans la casserole, on ajoute de l'eau et puis on va faire cuire tout ça. Alors on a quand même quelques infos historiques pour savoir l'origine de la pâte de fruits et apparemment elle aurait été ramenée en Occident par les premiers croisés. Et c'est la raison pour laquelle la ville de Clermont-Ferrand est historiquement la ville de la pâte de fruits en France. On a des premiers croisés qui étaient partis de Clermont-Ferrand et qui sont revenus à Clermont-Ferrand avec des pâtes de fruits. Alors du coup on a longtemps appelé ça la pâte d'Auvergne et l'Auvergne était un peu le centre de production de la pâte de fruits si vous voulez. Mais à partir du 18e et du 19e siècle, c'est les époques auxquelles je m'intéresse un peu plus, vous savez, et c'est le moment où la Provence est devenue le leader de la pâte de fruits en France. Et maintenant les pâtes de fruits c'est un mets traditionnellement provençal. Mais on va y revenir un peu plus loin, vous allez voir. C'est intéressant parce que c'est deux saisons, si je puis dire. Une fois qu'on a fini de faire cuire, on mixte, et plus on mixte finement, plus la pâte de fruits sera fine. Alors moi je me casse pas la tête, je prends un mixeur tout simplement, mais il y a à peu près autant d'autres façons de faire qu'il y a de cuisinier. Le but du jeu, ça va être d'obtenir une belle pâte comme ça, qui a l'air délicieuse, et qui est délicieuse, et en fait c'est ça le truc, c'est que le coing, c'est quelque chose qui est pas forcément très bon à manger, quand il est cru c'est immangeable le coing. Et donc de toute façon il faut le cuisiner pour le manger, et quitte à prendre du temps pour le cuisiner, autant faire en sorte d'utiliser une cuisson, de faire une recette qui permette d'en assurer la conservation. Alors j'ai fait de la confiture, bien sûr, je fais toujours de la confiture, mais si vous connaissez ma chaîne un peu, vous réalisez que je fais des dizaines et des dizaines de kilos de confiture chaque année. Donc le coing, c'est un truc, pour varier un peu, je fais autre chose que de la confiture avec. Une fois qu'on a bien mixé, qu'on a une texture de qualité, on va peser pour savoir quel poids de
pulpe de fruits on a. C'est le principe de la pâte de fruits en fait. Pour chaque unité de pulpe de fruits, on va ajouter une unité de sucre. Donc si vous avez 5 unités de pulpe de fruits, vous mettez 5 unités de sucre. C'est le sucre qui va assurer la conservation de la pulpe de fruits en fait. Et puis quand on a fini, on fait cuire tout ça. Pour en revenir à la Provence, parce que c'était aussi à cette occasion que je faisais cette vidéo, je ne sais pas si vous connaissez en Provence, il y a la tradition des 13 desserts. En fait, il s'agit d'une liste de 13 desserts qui étaient jadis servis à la fin du repas de Noël. Et Noël, parce qu'effectivement c'est la tradition provençale, c'est les 13 desserts. Il y a une connotation, les 13 desserts, avec la religion. Donc on fait un repas maigre à Noël, ensuite on va à la messe de minuit. Et comme on est lavé de tout péché, on peut se goinfrer de gourmandise. C'est une tradition qui est connue depuis le début du XXe siècle, mais il n'y a jamais eu réellement une liste bien fixe de desserts qui a été établie. Il va s'agir essentiellement de gâteaux, de fruits secs, de confitures, de biscuits et de sucreries. Mais bon, il y a quand même l'un de ces 13 desserts sur lequel il y a consensus. C'est la pâte de coing. On considère que la pâte de coing, c'est l'un des 13 desserts qu'on doit offrir à la fin du repas de Noël. Et donc les pâtes de coing que vous êtes en train de voir, ce sera l'un des desserts de notre repas de Noël. Une fois que la cuisson a donné à la pâte une bonne consistance, on va la couler dans un plat qui va servir de moule. Et puis je vais laisser sécher ce truc-là environ 2 à 3 semaines. Au bout de 3 semaines environ, je le démoule et je le mets sur une grille, là, une grille comme vous êtes en train de voir. Alors lors du démoulage, je sais pas, j'ai pas filmé le démoulage, mais je sais pas si vous faites gaffe, sur le côté, là, il y a eu un petit incident lors du démoulage, donc il y a une partie de ma pâte de fruits qui est partie, enfin qui s'est écroulée. Bon voilà, j'ai été obligé de la manger. C'était pour pas gâcher. Enfin, c'est ce que je me suis dit. Et donc je le mets sur une grille comme ça parce qu'en fait, ça permet de faire sécher des deux côtés à la fois. Lorsque c'est dans le moule, il n'y a que la surface qui sèche, mais le dessous sèche pas. Par contre, c'est suffisant pour que la forme se matérialise. Alors, je laisse sécher comme ça encore environ 2 semaines sur la grille. Puis au bout de 2 semaines, je vais découper les bandes qui me serviront à faire les pâtes de fruits. Alors comme vous le réalisez, tout ça, ça prend énormément de temps en fait. Au total, ça m'aura pris 2 mois pour faire ces pâtisseries de Noël. J'ai récolté les fruits au début du mois de novembre. Il y a eu un mois et demi de séchage d'hiver avant d'en arriver à l'étape finale que je vais vous montrer dans quelques instants. Et puis après avoir terminé, je les ai laissés sécher encore quelques jours avant qu'on les mange. Et c'est ce que je trouve intéressant dans l'un de ces 13 desserts de Noël, c'est que vous ne pouvez pas décider le jour de Noël d'en faire pour le jour même. Il faut anticiper, il faut planifier, et donc il faut que 2 mois à l'avance, vous décidiez que vous allez manger ça à Noël. En fait, dit autrement, ça veut dire qu'il faut planifier la date de production de la nourriture en fonction de la date de consommation que l'on projette pour la nourriture qu'on a faite. Faut pas faire les choses au dernier moment. Eh bien aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter l'histoire d'une tradition gastronomique de ma région, la Provence. À Noël, on y mange ce qu'on appelle les 13 desserts, dont la plupart a une origine religieuse. La plus ancienne trace de cette coutume remonte à 1683. C'est le père François Marchetti, un curé de paroisse à Marseille, qui évoque dans un livre de nombreux desserts de Noël, mais il n'en donne pas le nombre exact. En ce temps-là, effectivement, on multipliait les desserts sur la table de Noël, signe ostentatoire d'abondance pour les familles rurales. Et c'est au début du XXe siècle qu'on y associe le chiffre 13, en mémoire bien sûr de la Cène, le dernier repas du Christ entouré de ses apôtres, où ils étaient 13 à table. Ah oui, vous le voyez, contre toute attente, en gastronomie, le chiffre 13 ne porte pas du tout malheur, bien au contraire. D'autant qu'ici, le symbole est fort, la Cène est pour tous les chrétiens l'événement fondateur du christianisme, c'est l'institution de l'Eucharistie. Du coup, le repas de Noël accompagné de 13 desserts symbolise le partage, mais aussi le sacrifice que le Christ a consenti pour les hommes. D'ailleurs, il est également de coutume de manger sur une table où sont déployées 3 nappes blanches et disposées 3 bougies qui représentent la Trinité. Et comme on est lavé de tout péché, on peut se goinfrer de gourmandise. Il y en a qui attendent le Père Noël et d'autres qui attendent les fruits confits.